international, vous savez que la pandémie de Covid-19 touche l'ensemble des pays de la planète, en même temps ou presque, puisque 180 pays rapportent ce soir un total de 886 000 cas et fort heureusement de plus de 185 000 personnes guéries. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas dans le monde, avec près de 190 000 cas. L'Italie a près de 106 000 cas, l'Espagne plus de 102 000 et l'Allemagne a un nombre de cas supérieur à 74 500. Le total des décès de cas confirmés est de 44 264. L'Italie, l'Espagne, puis les États-Unis d'Amérique sont les pays qui rapportent le plus grand nombre de décès, 12 428 en Italie, 9 053 en Espagne et plus de 4 127 aux États-Unis. En France, nous affrontons, vous le savez, une épidémie totalement exceptionnelle qui entraîne un impact sans précédent sur le système de santé et en particulier sur les établissements de santé, une épidémie meurtrière avec un virus très contagieux. Les résultats les plus importants, ce sont les données hospitalières au quotidien qui nous sont remontées par 820 établissements en France et qui démontrent l'impact extrêmement sévère du coronavirus et de l'épidémie de Covid actuellement en cours. 24 639 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection à Covid-19. C'est 1882 de plus qu'hier. Dans les Outre-mer, à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, on relève 167 hospitalisations, dont 36 en réanimation, 85 retours à domicile de personnes guéries et 11 décès, 3 en Martinique, 7 en Guadeloupe, 1 à Mayotte. Un petit focus sur Mayotte qui, comme vous le savez, est un département isolé. 101 cas confirmés, 11 patients hospitalisés, 2 en réanimation, 10 patients sont guéris et 1 décès malheureusement est à déplorer. Et 650 tests ont déjà été réalisés sur ce département. Nous avons ce soir 6017 patients en situation grave qui nécessitent des soins lourds de réanimation. 6017 personnes qui nécessitent une surveillance constante, c'est plus que la capacité initiale de la France en réanimation, qui était autour de 5000 personnes prises en charge en réanimation. Et donc vous voyez non seulement l'effort des établissements de santé pour créer des places en réanimation, mais surtout ce qu'implique cette épidémie en termes d'impact pour les patients. Les formes graves sont vues chez les adultes, 34% des patients ont moins de 60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans, et 80 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation, âgées de moins de 30 ans. Aujourd'hui, 452 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation. C'était 458 hier. Depuis le 1er mars, 4032 décès ont été observés en milieu hospitalier. C'est 509 de plus aujourd'hui. 83% de ces décès ont lieu chez des personnes de plus de 70 ans. Enfin, et c'est important de le dire, 10 935 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis cette même date du 1er mars et notamment 1491 personnes sont sorties au cours des dernières 24 heures guéries de l'hôpital. Et je vous rappelle que les milliers de personnes qui sont confinées à domicile malades guérissent au bout de quelques jours et qu'il faudrait effectivement ajouter toutes ces personnes guéries qui n'ont pas consulté en milieu hospitalier. En ce qui concerne la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux, vous savez que nous mettons en place un dispositif de signalement. Ce dispositif de signalement se met en place progressivement depuis le 28 mars. Il monte en charge pour couvrir l'ensemble des structures d'hébergement sociales et médico-sociales. Elles sont très nombreuses en France, afin de vous fournir un point consolidé hebdomadaire. Les données commencent à remonter, elles ne sont pas totalement consolidées. Nous avons déjà plusieurs milliers d'établissements qui commencent à remplir des éléments sur des cas possibles ou des cas confirmés, sur des décès survenus dans l'établissement ou survenus à l'hôpital, et j'espère pouvoir donner ces chiffres consolidés dès demain. En ce qui concerne
la surveillance syndromique dite en population. Les services d'urgence ont renseigné 3 745 passages aux urgences hier, soit 19% de leur activité totale. Nous observons 38% d'hospitalisation après passage aux urgences et 4% directement en réanimation. SOS Médecins a hier signalé 1328 interventions pour suspicion de Covid-19 au cours de la journée, soit 22% de l'activité totale. Enfin, les laboratoires de ville ont réalisé 32 000 tests, dont 9 630 positifs, soit 30% de positivité. Ces fameux tests PCR, comme vous le savez, sont faits depuis le début pour confirmer un certain nombre de diagnostics. Nous en avons désormais 56 989 en France. Au sujet de ces tests, vous savez, nous montons là aussi en puissance en termes de capacité. Et il semble qu'au cours des derniers jours, nous soyons aux alentours de 20 000 tests quotidiens. Un point important, la surveillance aussi de la mortalité, toutes causes confondues. À l'échelon national, l'excès de décès par rapport à la mortalité attendue à un mois de mars atteint 13% en semaine 12 et devient aussi significatif avec une hausse de 7% en semaine 13, celle du 23 au 28 mars. À l'échelon régional, un excès de mortalité en semaine 12 est signifié dans plusieurs régions, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Hauts-de-France et Corse. Et on commence à voir aussi se dessiner en semaine 13 un excès de mortalité dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. À l'échelon départemental, 22 départements, dont 17 sont situés dans les 5 régions les plus touchées, présentent des excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue sur la semaine 12. Et là, cela concerne des personnes de plus de 65 ans. Et en semaine 13, nous avons le même signal pour 20 départements qui présentent déjà des excès de mortalité chez les personnes de plus de 65 ans. Vous savez que cette mortalité est enregistrée par l'état civil et qu'il y a toujours un petit retard dans la déclaration en mairie, puis dans la déclaration de l'état civil à l'INSEE et à Santé publique France. Depuis le premier jour, notre objectif a toujours été d'offrir les meilleurs soins à chaque patient et évidemment, notamment, aux patients les plus graves qui nécessitent une prise en charge en réanimation. Cela nous a conduit, au nom de la solidarité nationale, à opérer de nombreux transferts de patients des régions les plus en tension vers les régions les plus épargnées par l'épidémie. Vous pouvez voir sur la carte derrière moi l'ensemble des opérations qui ont été menées. Je vous rappelle que le 18 mars, nous avons effectué un premier transfert de 6 patients de réanimation par une opération aérienne militaire dite Morphée. Depuis, 4 opérations militaires ont eu lieu au départ de la région Grand Est. La dernière s'est terminée avec succès hier. Aujourd'hui, 2 TGV médicalisés transportant 36 patients graves d'Île-de-France sont bien arrivés à destination en Bretagne, où ils poursuivront leurs soins dans les meilleures conditions. Au nom de la solidarité nationale et européenne, des transferts transfrontaliers à destination du Luxembourg, de la Suisse, de l'Autriche et de l'Allemagne ont été réalisés ou sont encore en cours pour 142 patients graves de la région Grand Est. 4 opérations de transfert sont également en cours pour déplacer des patients d'Île-de-France et des patients du Grand Est vers les régions Pays de Loire, Centre-Val de Loire et Occitanie par voie aérienne et terrestre. C'est une opération totalement inédite, vous l'avez probablement vu, les images sont impressionnantes, ce sont des patients qui nécessitent une surveillance constante, qui nécessitent un accompagnement médicalisé, qui nécessitent des équipements respiratoires, des seringues électriques, des perfusions. Donc c'est à chaque fois très compliqué à organiser et c'est une opération magnifique de solidarité avec des soignants mobilisés pour que tous ces transferts se passent dans les meilleures conditions, qu'elles se passent par voie aérienne, par voie terrestre, par voie ferroviaire, par hélicoptère ou par voie routière. D'autres opérations sont prévues pour soulager encore nos hôpitaux et surtout nos équipes soignantes. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que de nouvelles opérations de type Morphée, évacuation aérienne militaire, et TGV médicalisés sont planifiées pour soulager notamment le Grand Est. Grâce à la mobilisation totale de l'ensemble des moyens de l'État, nous comptabilisons aujourd'hui 344 patients lourds, dans un état critique, transférés vers des régions moins en tension. Ce nombre est amené à progresser dans les jours et les semaines qui suivent. Toujours
dans l'optique de soutenir l'effort des régions les plus en tension, nous procédons à un renfort en ressources humaines. Je vous ai déjà dit, c'est important, pour accompagner les patients en réanimation, il faut certes des lits, il faut certes de l'équipement, mais il faut surtout des hommes et des femmes compétentes pour s'occuper des patients. Ainsi, 10 médecins anesthésistes réanimateurs de la région PACA et 10 médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes seront très prochainement déplacés vers les régions les plus en tension, Île-de-France et Grand Est. Ces régions seront également renforcées en infirmiers et en internes expérimentés en réanimation. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine s'apprêtent à déplacer chacune 50 infirmiers et internes pour leur prêter main forte. Parallèlement, la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes mettront bientôt à leur disposition 100 infirmiers et internes chacune. Au total, c'est donc 320 soignants qui se préparent au départ dans les prochaines heures et les prochains jours pour épauler nos régions les plus durement touchées par cette épidémie. Je tiens vraiment à remercier le personnel soignant pour les immenses efforts fournis. Il donne un magnifique exemple de notre capacité d'adaptation collective. Il faut, je crois, les saluer collectivement pour cela et les encourager à poursuivre ces pratiques totalement inédites et magnifiques de solidarité. Enfin, je sais que le confinement pèse pour nombre d'entre vous. Je rappelle qu'il ne doit pas être un obstacle aux soins. C'est pourquoi nous sommes extrêmement attentifs. Nous avons une attention toute particulière pour les personnes les plus isolées, et notamment les personnes qui vivent en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes malades à domicile. Et donc, je vous encourage toutes et tous à continuer à participer à toutes les opérations de solidarité sur l'ensemble du territoire et surtout les opérations de solidarité de proximité. Je vous remercie. Une question de l'usine Nouvelle. Vous avez évoqué hier mobiliser les industriels pour la production de produits anesthésiants. Comment ? Et pourriez-vous demander des reconversions de lignes industrielles et passer des commandes d'État à l'étranger, comme pour les masques, par exemple ? Alors, nous suivons avec beaucoup d'attention les tensions sur un certain nombre de produits. Il faut savoir, et les Français l'ont bien compris, que l'épidémie touche l'ensemble des pays du monde. Cette épidémie a les mêmes conséquences en France, en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a énormément de patients qui ont besoin de soins de réanimation, de soins lourds, d'équipements, mais aussi de médicaments. Et donc nous sommes très attentifs à l'accès à ces médicaments. C'est des besoins qui ont explosé en termes de volume. Tout le monde a besoin de ces médicaments en même temps. Et donc il y a des démarches évidemment entreprises depuis plusieurs jours, en particulier pour assurer cette filière d'accès à un certain nombre de médicaments de réanimation, à un certain nombre de médicaments d'anesthésie. Et il y a des médicaments qui sont fabriqués en France, il y a des médicaments qui sont fabriqués en Europe. Et donc nous travaillons en amont au maximum pour sécuriser ces filières, et en aval, et c'est aussi une belle opération de solidarité au sein des établissements de santé pour s'assurer du stock de chaque établissement de santé. Et là encore, il y a des opérations de partage. Un établissement qui a quelques jours d'avance sur son stock, qui est un établissement de chirurgie qui a des médicaments anesthésiants, des médicaments de réanimation et qui ne les utilise pas en ce moment puisqu'il n'y a pas de chirurgie, les prête à l'établissement qui en a le plus besoin. Ça se fait en intra-régional, ça se fait en interrégional, et nous sommes tous attentifs aussi au niveau européen à pouvoir fournir sur la durée ces médicaments indispensables à la prise en charge en réanimation. L'agence de presse médicale pose la question suivante. Dans les services de réanimation, a-t-on une idée de la proportion de patients Covid+ qui guérissent ? Alors, c'est une question difficile puisque, comme vous le voyez, l'épidémie s'étend depuis quelques semaines. On a chaque jour davantage de patients qui entrent en réanimation. Peut-être aujourd'hui un nombre qui s'est stabilisé par rapport à hier, mais il faut être extrêmement prudent. Ce sont des quantités absolument considérables. Ce sont des nombres. Les nombres ne disent rien, et c'est ça qui me frappe ce soir. Quand on vous dit qu'il y a 400 patients en réanimation, vous imaginez ce que ça signifie pour les équipes, pour les hôpitaux, pour les équipes qui les prennent en charge. Ce sont plusieurs admissions par service, et donc c'est à chaque fois des patients dont on doit s'occuper. La durée de séjour en réanimation est longue. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs présentations cliniques. Certains ont une détresse respiratoire isolée, d'autres ont plusieurs détresses associées, cardiaques, rénales. Et donc, plus la situation est compliquée, plus la durée de séjour s'allonge. Et donc,
les réanimateurs, les équipes de réanimation font tout pour sauver les malades et pour les faire sortir, pas forcément directement à domicile, mais passer d'une réanimation à un service de rééducation. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore cette statistique de savoir comment évoluent les malades. Heureusement, de plus en plus de malades sortent de réanimation et on a des signaux, enfin, un petit peu d'espoir de certaines réanimations les plus touchées du Grand Est qui disent que, enfin, des patients sortent de réanimation. Donc la pression commence un tout petit peu à baisser dans quelques rares hôpitaux du Grand Est. Ce n'est pas encore du tout le cas de l'Île-de-France qui a été touché plus tard que la zone Grand Est. Et donc on aura là encore les 2 ou 3 semaines de prise en charge de ces patients les plus lourds avant de pouvoir les transférer vers d'autres services, vers de la réadaptation notamment. Donc cette durée moyenne de séjour dépend énormément de la situation du patient, de son âge, de la présence de facteurs de risque et de son tableau initial ou de son évolution pendant le séjour en réanimation. Et à chaque fois, le pronostic dépend du patient. Donc c'est très difficile de faire des statistiques sur des patients qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Hospimédia pose 2 questions. Alors la première, est-ce que des difficultés économiques ont été identifiées dans le secteur du service à domicile ? Et est-ce qu'il est prévu des mesures spécifiques pour soutenir ce secteur ? Ça, c'est la première question d'Hospimédia. Je n'ai pas ces informations. Elles sont essentiellement gérées par les acteurs du secteur avec lesquels nous discutons évidemment, et en particulier la Direction générale de la cohésion sociale. Et donc je me renseignerai pour pouvoir vous donner la réponse au plus vite. Et la seconde, c'est le besoin hebdomadaire de masques est passé de 24 à 40 millions. Ce chiffre sera-t-il encore réévalué du fait de l'importation de nouveaux masques ? Alors, la consommation, elle n'est pas liée à l'importation. Ce qui est très important, c'est que les Français s'en rendent compte. Nous sommes ce soir avec plus de malades en réanimation que la France ne comportait de lits de réanimation il y a encore 2 mois. C'est une situation totalement inédite, totalement historique, qui montre bien l'impact impressionnant du virus et l'impact de cette épidémie. C'est justement parce que nous avons 800 établissements concernés par le Covid que nous avons l'essentiel de nos capacités de réanimation dédiées à la prise en charge des malades les plus graves que les pratiques hospitalières ont complètement changé. Aujourd'hui, vous avez des patients Covid qui arrivent aux urgences, vous avez des patients Covid qui sont en médecine, vous avez des patients Covid qui sont hospitalisés au bloc opératoire, dans les salles de réveil, dans des salles de soins intensifs, dans des salles de soins continus, dans des réanimations. Et donc, les soignants se sont adaptés et leur consommation en masques est liée à la présence de tous ces malades Covid, plus de 20 000, comme je vous l'ai dit, dans les établissements de santé. Et donc, la consommation de masques est importante en France, elle est très importante, elle est beaucoup plus importante que lors d'une journée habituelle en 2019 ou début 2020. Et donc nous nous adaptons et c'est pourquoi nous avons fait priorité aux importations, priorité aux productions françaises et donc l'objectif est effectivement de pouvoir répondre en permanence à la demande des soignants puisque je vous rappelle, les soignants sont prioritaires pour l'accès aux masques de protection puisqu'ils doivent gérer au mieux les patients qui sont notamment hospitalisés. Une question pour RTL. Est-ce que le pic est atteint dans le Grand Est et en Île-de-France ? Et quelles sont les régions qui peuvent s'attendre à un prochain afflux de patients ? Alors, vous savez, la prévision dans les épidémies, elle est très très difficile. Et puis, il y a un autre élément, heureusement très positif, c'est la mise en place du confinement. Le pic, on ne sait qu'il est atteint, et c'est valable pour toutes les épidémies, que quand la courbe commence à baisser. On le voit chaque année pour la grippe, pour la gastroentérite, pour les bronchiolites. Personne ne sait exactement quand survient le pic. On sent que le nombre d'admissions commence à légèrement fléchir dans le Grand Est. Si ça se confirme, ce sera une très bonne nouvelle. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est que le confinement est efficace s'il y a moins de contacts, moins de personnes contaminées, moins de cas et donc moins de personnes hospitalisées en réanimation. Et comme le confinement est national, il y a des régions où on ne voit pas énormément de cas arriver à l'hôpital. C'est le cas des régions en particulier du sud de la France. Et c'est grâce à cette situation que les hôpitaux du sud de la France nous aident, à la fois en envoyant des renforts humains, et c'est totalement inédit, mais aussi en acceptant, vous l'avez vu, des transferts de patients très graves. Et donc, pour cette situation française totalement inédite, du fait du confinement aussi,
personne ne sait aujourd'hui prédire, et ce serait vraiment très présomptueux de prévoir quelque chose, comment va évoluer cette épidémie. Personne ne le sait dans le monde entier. Les Chinois aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur l'évolution éventuelle, la réapparition éventuelle du virus sur leur territoire. C'est le cas aussi à Hong Kong, où ils sont actuellement en alerte pour une deuxième vague. Donc on voit bien que finalement, ce virus nouveau qui se répand sur la planète continuera à circuler potentiellement par vague, d'après les spécialistes, tant que nous n'aurons pas une immunité collective, c'est-à-dire que nous n'aurons pas suffisamment de personnes immunisées pour l'empêcher de passer, ou que nous n'aurons pas d'autres armes contre lui, qui seraient des molécules spécifiques efficaces ou un vaccin. Et donc, toutes les réflexions actuellement sont focalisées sur l'évolution de ce virus, son comportement, l'efficacité des mesures barrières, l'efficacité de la distanciation sociale et surtout l'efficacité du confinement qui commence à se voir en Italie, en Espagne et pour laquelle, je vous rappelle, nous aurons une démarche d'évaluation à la fin de la semaine pour voir si le confinement qui est en place depuis maintenant pile 2 semaines, strictement en France, a un impact ou pas sur l'évolution des admissions. Et donc, c'est une réflexion internationale, c'est une question mondiale que de savoir ce qui se passera lorsque les différents mécanismes de confinement seront levés progressivement. Le Premier ministre s'est exprimé ce soir sur ce sujet. On voit bien que, de toute façon, les comportements vont profondément changer et qu'après cette épidémie, dans les prochaines semaines, nous aurons encore à appliquer les mesures barrières, à être attentifs au lavage des mains, à être attentifs en particulier aux distances, à éviter un certain nombre de comportements que nous avions avant, au moins durant cette période de quelques mois où nous n'avons pas encore de garantie, non seulement sur l'immunité collective, mais aussi sur l'accès à un vaccin. Une question pour VL Média. Face aux difficultés de mobiliser des personnels soignants supplémentaires en Île-de-France et dans le Grand Est notamment, serait-il envisageable de faire appel à des soignants européens, allemands par exemple, pour aider les soignants français ? Alors, les difficultés, je les relativise. Il y a une magnifique mobilisation. Si vous allez dans les établissements de santé du Grand Est ou d'Île-de-France, tout le monde est sur le pont. Donc, attention peut-être à bien rappeler aux Français que nos professionnels de santé sont totalement mobilisés. Il y a un effort considérable de tous les soignants, ceux qui ne travaillent pas en ce moment, ceux qui avaient d'autres activités, ceux qui sont retraités, ceux qui sont étudiants, ceux qui ont un établissement qui ne fonctionne pas parce que c'est un établissement de chirurgie et qu'ils se portent volontaires pour travailler en anesthésie ou en réanimation. Il y a des transferts interrégionaux de personnel soignants, et je vous ai parlé de cette mobilisation de plusieurs centaines de médecins et d'infirmiers pour porter secours aux régions les plus touchées. Après, la collaboration internationale est plus compliquée pour 2 raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, toute l'Europe est touchée. La Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, même si l'Allemagne est un peu encore dans une phase croissante de l'épidémie et peut-être à quelques jours derrière la France, il y a déjà cette mobilisation de l'ensemble des soignants pour gérer les malades de leur propre pays. Et puis il y a quand même un sujet important quand on parle de collaboration internationale, c'est l'accès à la langue. Et on sait bien aussi que pour échanger entre infirmières, pour échanger entre médecins, voire même tout simplement pour expliquer la situation à un malade, il est plus facile d'avoir sa propre langue natale et d'échanger directement. Mais nous avons déjà une très belle collaboration européenne. Je vous ai montré le nombre de patients qui sont accueillis dans nos pays amis frontaliers, ou parfois même pas frontaliers, puisque nous avons l'Autriche aussi qui accueille des patients. Donc vous voyez que là encore, il y a une solidarité européenne qui s'exprime, dans un sens comme dans un autre, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que la France, qui est actuellement aidée, aidera aussi les pays lorsque nous aurons moins de cas et que les pays seront potentiellement plus touchés que nous. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle période de solidarité, que chacun essaye d'aider, qu'il y a des prêts de matériel, que chacun essaie de trouver des solutions au sein de cet espace européen et que nous avons tous les mêmes questions. Les Espagnols, les Italiens, les Français, les Allemands, les Britanniques se posent tous la même question sur le devenir de ce virus, sur les meilleures façons de lutter contre ce virus. Une question pour Sciences Avenir. Qui se charge de la production des tests sérologiques en France et quand ces tests seront-ils disponibles pour un dépistage à grande échelle ? Alors, les tests sérologiques qui cherchent des anticorps
on est dans la recherche et développement et on est dans la pratique classique des industriels. Il y a toute une industrie du test, qu'elle soit française, européenne ou internationale. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises qui font du test, qu'elles soient des petites entreprises de biotech ou des grosses entreprises du test, sont en train de développer des tests. Donc il n'y a pas de filière spécifique. On est attentif évidemment à la production française ou à la production européenne, mais c'est une grande compétition internationale pour être capable de mettre rapidement sur le marché ces tests. Et comme je vous le dis régulièrement, il y a un enjeu de fiabilité. Est-ce que ce test est sensible, spécifique, disponible, facile? Et ensuite, la question sera, est-ce qu'il est accessible en grande quantité, puisque évidemment, il sera important de tester assez vite un certain nombre de personnes qui voudront savoir si oui ou non ils ont été exposés au virus et si oui ou non ils sont immunisés. Et la question sera la même sur l'ensemble de la planète. Une première question pour France Info. Le Premier ministre vient de dire à l'Assemblée nationale que le déconfinement sera sans doute progressif et évoque un déconfinement par classe d'âge. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on l'a dit depuis le début. Finalement, si vous vous remémorez ce que nous avions dit tout au début de cette épidémie, il reste avéré que les personnes fragiles, les personnes atteintes de pathologies chroniques, diabétiques, insuffisants rénaux, immunodéprimés, et les personnes âgées sont plus à risque de faire des infections graves. C'est pourquoi, je vous rappelle, nous les avions protégés très vite. Nous avions protégé les EHPAD. Nous avions demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester confinées à domicile. Donc, cette démarche de protection, de prévention est toujours valable. Ce que le Premier ministre nous dit très bien, c'est que non seulement nous sommes devant une phase inédite de préparation, parce qu'il y aura un jour un déconfinement, de préparation du déconfinement, la vraie question, c'est comment doit se passer ce déconfinement? Quelles seraient les régions concernées? Quelles seraient les classes de population concernées? Est-ce que c'est un déconfinement progressif? Est-ce qu'on continue à demander des mesures de protection? Donc toutes ces questions doivent être tranchées par des experts, bien entendu. Elles sont très complexes. Quels sont les indicateurs qui permettent de dire si oui ou non on peut lever le confinement? Quelles seraient les personnes qui prendraient le moins de risques à être déconfinées? Est-ce que ces personnes continueraient à appliquer des mesures barrières ou des mesures de distanciation sociale? Tous ces sujets sont extrêmement complexes, ils doivent être traités dans les prochaines semaines, mais on voit qu'il n'y a pas de solution miracle et que ces questions, les Anglais, les Espagnols, les Italiens à côté de nous se les posent aussi. Toujours France Info sur la levée du confinement. Le Conseil scientifique devait se réunir cette semaine pour rédiger un avis sur la stratégie de déconfinement. Quand cet avis sera-t-il public? Alors, le Conseil scientifique est totalement indépendant et il continue ses travaux autant qu'il le veut. En général, il publie ses travaux quand ils sont terminés, donc je n'ai pas la date de publication. Je voudrais juste partager avec vous 2 éléments. Nous sommes pile à 2 semaines de confinement aujourd'hui, du confinement strict, puisque vous vous rappelez, le mardi, on a eu jusqu'à midi pour être confiné. Il y a eu des déplacements et donc une demi-journée, c'était un peu compliqué pour évaluer l'impact, mais à partir du mercredi, toute la France était concernée par le confinement. Donc nous sommes exactement à 2 semaines de confinement strict. Et la première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'évaluer l'impact de ce confinement. Nous pourrons le faire dans les 2 ou 3 prochains jours pour voir si, après une semaine d'incubation, après une semaine d'évolution, on voit moins arriver de cas graves en réanimation. C'est vraiment l'objectif que nous avons pour les prochains jours. Première étape, cette évaluation du confinement. Deuxième étape, et je vous rappelle, l'objectif du confinement, ce n'était pas d'enfermer les gens chez eux, c'était de réduire considérablement les contacts pour éviter au maximum des morts, pour éviter au maximum des cas graves, pour sauver des vies, et donc pour soulager le système de santé qui est aujourd'hui extrêmement sous tension, et c'est important, notamment en réanimation. Et je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui plus de patients pris en charge en réanimation qu'il n'y avait, il y a quelques semaines, de capacité de réanimation en France, c'est vous dire l'importance de cette épidémie. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. À partir de quand on verra arriver une décrue des patients les plus graves et une diminution de pression sur les équipes de réanimation. Et ensuite viendra le temps de la réflexion sur la stratégie de déconfinement qui va être de toute façon basée sur une situation très complexe, totalement inédite. Personne n'a jamais déconfiné en période épidémique. Aucun pays n'a vraiment d'expérience. Même les Chinois, on voit bien, tâtonnent pour savoir s'ils redémarrent complètement, s'ils redémarrent doucement, s'ils redémarrent par région, comment ils protègent au mieux les zones qui ont été les moins touchées. C'est quelque chose de très complexe. Et donc nous aurons besoin de mobiliser les experts, de réfléchir tous ensemble
et de proposer des étapes. Les Français, je crois, ont parfaitement compris qu'on ne déconfinerait pas de façon brutale et nationale du jour au lendemain avec d'un seul coup le retour à tous les comportements d'avant, puisque nous serons forcément dans un objectif de protection des personnes les plus vulnérables, des personnes fragiles, des personnes âgées, et aussi d'information maximale de nos concitoyens sur la situation, la façon d'éviter d'être infectés, la façon dont nous allons surveiller la circulation éventuelle du virus. Donc il y a énormément de questions qui seront posées aux experts et ce sera une décision mûrement réfléchie, mûrement pesée. C'était la dernière question. Merci beaucoup.